OK. D'accord. D'accord, donc je suis monsieur Adikos Akei Stanislas. Je suis conseiller auprès de la Fédération des femmes du secteur vivrier, dirigée par madame, Bakayoro Lucie Suzanne. Merci. OK. Merci, merci beaucoup. C'est bien noté. OK, merci beaucoup. Merci à la confiance. Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Je vous entends, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Donc, je voudrais dire merci au FDFP pour cette attention portée à la Fédération des femmes du secteur vivrier.
comme je l'ai indiqué dans mon introduction, dirigée par Madame Bakayoko Cizanne, qui a à son actif plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du vivrier en Côte d'Ivoire. Cette fédération est née officiellement euh, avec tous au niveau juridique à partir de 2012. Donc, à partir de 2012, cette fédération a pris officiellement forme et c'est une fédération qui couvre l'ensemble du territoire national avec... allô? Vous m'entendez? Comment? Oui, la fédération. Oh là là. Donc, je disais, la fédération a débuté depuis 2022. Et cette fédération comprend 63 coopératives et unions de coopératives répandues sur sur tout l'ensemble du territoire national. Donc, au niveau de cette fédération-là, nous avons des productrices, des transformatrices et des commerçantes. Donc, nous sommes sur toute la chaîne de valeur du vivrier en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que vous connaissez comme vivrier, banane, manioc et autres. La fédération aussi, il faut souligner aussi que la fédération aussi est déléguée, est déléguée OIA Manioc, l'Organisation interprofessionnelle Manioc, dans du Grand Abidjan et des grands ponts au niveau de la commercialisation du manioc. Donc, ça aussi, c'est un point qu'il faut également souligner. Donc, la fédération est structurée, bien organisée. Elle dispose d'un plan stratégique sur lequel elle travaille actuellement avec ses membres. Et l'autre élément aussi qu'il faut peut-être relever, la fédération est membre de plusieurs organisations nationales comme internationales. Nous avons par exemple la ZLEF-CAF, où la fédération est représentée par sa présidente nationale. Également aussi, nous avons au niveau national des structures comme la FICA et autres entités où la fédération aussi est représentée. Il faut souligner aussi que au niveau de la fédération, nous avons des partenaires internationaux comme nationaux. Bon, je pense que le FDFP vient se rajouter à nos partenaires. Donc, nous avons l'ANADER, le ministère de l'agriculture, nous avons le ministère de la femme, puisque c'est une fédération qui est composée à 90% de femmes. Nous avons aussi des partenaires internationaux comme la FERDI, qui est une fondation internationale sur les recherches et le développement. Nous avons aussi la structure canadienne, Catalyst Plus, qui aussi intervient aussi dans l'accompagnement au niveau de la fédération des femmes du Verrouillé. Donc, voilà, si de manière résumée, oui. Ah, d'accord. S'il y a des points que vous n'avez pas saisis, vous pourriez m'interpeller pour que je puisse, voilà. Allô? Oui, je vous entends correctement. Je disais, s'il y a des points que vous n'arrivez pas à comprendre, ou bien que, voilà, vous pouvez m'interpeller pour que je puisse reprendre ces parties-là. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, Catalyst Plus. Voilà. Donc, voilà un peu de manière, je peux dire résumée, hein. Voilà. Et aussi, il faut souligner que la fédération aussi est promotrice des Journées nationales du verrouillé, qui est un événement organisé chaque année. Donc, nous sommes à notre 5e édition et nous serons honorés de ce que la FDFP puisse être vraiment, puisse participer à cette activité-là. Donc, la Journée nationale du verrouillé, qui est une journée unique organisée en Côte d'Ivoire où les femmes qui sont représentées qui représentent une majeure, un- qui sont une composante importante du secteur ouvrier en Côte d'Ivoire.
Nous, à ces journées-là, nous valorisons le savoir-faire des femmes, nous les célébrons, nous organisons aussi des formations, des renforcements de capacités à ces journées-là. Et aussi, avec l'appui de nos partenaires, nous, mais nous offrons des dons en termes de matériel agricole et également aussi quand nous avons par exemple des activités, des festivités aussi, avec l'appui de nos partenaires aussi, nous soutenons aussi nos membres. Donc voilà un peu de manière résumée et rapide, hein, voilà ce que la fédération fait, continue de faire et espérant que d'autres partenaires comme le FDFP puissent vraiment venir aider la fédération à pouvoir contribuer à l'autonomisation et des femmes en Côte d'Ivoire. Merci. Donc, s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez que je puisse revenir, voilà, je peux revenir là-dessus. Merci. Non, 2022. 2022, pas 2012, 2022. Allô, vous pouvez parler un peu plus fort, je ne vous entends pas bien, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc, parlant de toute la Côte d'Ivoire, je vais vous citer quelques zones. Par exemple, nous avons la zone du Sud Comoué, où nous sommes représentés par la coopérative Sidénobiel, qui est dans le département, dans la sous-région de Bianois. À Boisseau ville, nous avons la coopérative Sifetsi. À Beaunois, nous avons la coopérative Ifetbo. Et quand nous allons au niveau d'Abidjan même, nous avons des dizaines de coopératives. Nous pouvons citer la coopérative Amounian. Nous pouvons citer la coopérative Sidemenenka, par exemple. Je pars au niveau de Dabou. Nous avons la coopérative Ousakwel. Nous avons au niveau de Grand Lao la coopérative Wiwa, Fresco, euh, Wiwa à Grand Lao. À Fresco, nous avons la coopérative, par exemple, Solidarité. Solidarité. Je monte à l'ouest, nous avons la coopérative, j'ai oublié son nom, celle-là. Mais on a aussi à Mounion aussi qui est représenté aussi. Il y a une section là-bas au niveau de l'ouest, plus précisément à Fakobli. Euh, nous avons au niveau du centre à Tumodi également aussi, nous sommes aussi représentés là-bas. Voilà. Au niveau aussi du Grand Nord, à Sinématiali plus précisément, Kofé, pardon, Kofeza, voilà, voilà, pardon, Kopaza, autant pour moi, voilà, Kopaza au niveau du Nord. Et voilà quelques exemples que j'ai voulu vous donner, voilà, de nos coopératives où nous sommes représentés. Au niveau des cultures des spéculations, je voulais dire que nous sommes dans le vivrier. Nous avons le manioc, le maïs, l'igname, qui est fait à Bondoukou avec la coopérative UC Femmes de Bondoukou. On a aussi une coopérative aussi à Tanda. Voilà, là aussi, voilà, j'allais les oublier. Donc, nous avons le manioc, l'igname, le piment, le gombo, euh, l'aubergine, euh, voilà, le curcuma, par exemple, le gemgem, le riz, la tomate. Voilà. Ça, c'est juste quelques exemples que je vous ai indiqués. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation. Toutes les chaînes de valeur, nos femmes, nos coopératives
sont là-dedans. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme élément de réponse à votre question. Bon, pour ne pas, au bas mot, cette fédération est une fédération de femmes, donc elle est composée à 90% de femmes. Donc, au minimum, nous pouvons estimer au minimum à ce jour, au bas mot, minimum 3000 femmes. 3000 femmes, oui, oui, ça c'est le minimum. Voilà. Et ça, je m'arrête uniquement que au niveau des présidentes et des bureaux et du conseil, voilà, du bureau de la présidente. Nous pouvons estimer cela au moins à 3000 femmes. Voilà. Les défis majeurs, je pense que plus ou moins nous sommes tous en Côte d'Ivoire et nous sommes confrontés un peu à cette réalité-là. Généralement, tout le monde est unanime pour dire que le marché est cher. Le marché est cher. Effectivement, le marché, oui, je dis, nous sommes tous en Côte d'Ivoire et nous vivons plus ou moins ces réalités-là au quotidien, de la cherté de la vie, de la cherté des produits sur le marché. Tout simplement parce que cela est lié à plusieurs facteurs, dont l'un des facteurs que vivent nos femmes, auxquels nos femmes sont confrontées. Le défi lié à la transformation de nos produits. Nous avons nos braves femmes qui sont confrontées à, à la difficulté, au défi de transformation. Elles produisent, mais les produits, soit n'ont pas de clients parce que accessiblement difficile. Donc, encore, on a le défi lié à l'acheminement des produits sur nos marchés. Allô? Ah, d'accord, ok. Donc, on a le défi lié à la transformation, les produits périssent, les produits liés à l'acheminement des produits sur le marché, donc défi lié à la logistique. Également aussi avec le changement climatique, nous avons aussi des défis liés à qu'on appelle ça même là, à la production. Parce qu'il arrive souvent que quand il pleut suffisamment et de manière exagérée, les productions de nos braves femmes euh, pourrissent totalement. Nous avons connu cela en 2025, 2024, 2025, où une grande partie des productions de nos femmes ont toutes été détruites par la pluie. Aussi, les saisons sèches aussi, qui généralement avec le changement climatique, elles sont confrontées cela à une faible production. Donc, face à cela, quelquefois, nous sollicitons par exemple l'appui en termes de système d'irrigation avec le système de goutte à goutte qui plus ou moins nous aide aussi. Quelquefois, aussi, nous avons aussi nos partenaires qui nous appuient quelquefois, mais bon, c'est vrai, pas suffisamment, mais en termes aussi de matériel pour nous aider à transporter nos produits. Donc, voilà un peu vraiment que ces défis-là auxquels nous sommes confrontés. Également aussi la formation. Nous continuons toujours au niveau de la fédération à renforcer la capacité de nos femmes en termes de, de, de packaging, qui est un défi important au niveau de nos membres, parce qu'une chose est de transformer,
Une autre chose est de pouvoir bien présenter le produit transformé. Aujourd'hui, avec les exigences des supermarchés de la place, véritablement, c'est un véritable défi pour nos femmes de pouvoir être au standard de ces autres, peut-être, entreprises qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir bien présenter leurs produits et les vendre à prix compétitif dans les marchés. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter comme élément de réponse. Merci. Allô, vous m'entendez? Yes. OK. OK, ouais, ouais, comme je n'avais pas de retour. Oui, oui, je vous entends. Bon, d'abord, pour bien comprendre la question, hein, quand vous parlez de techniques, de technologie, il s'agit de quoi exactement? Et cette question-là, je ne voudrais pas peut-être interpréter les dits des présidentes que j'ai plus ou moins eu à échanger avec elles sur les questions un peu liées un peu au peut-être aux encadrements donnés par les agents de la NADER ou bien autres structures. Elles-mêmes elles sont mieux placées pour faire un retour d'expérience. Mais en somme, il faut dire que il y a beaucoup de défis liés un peu à tout ce qui est comme semences, par exemple, mis à disposition. Quand parler de technologie encore aussi, il faut parler par exemple des sites Internet où il faut peut-être vendre en ligne. Bon, vous savez que le secteur vivrier est à composante remplie de la majeure partie, elles n'ont pas un niveau scolaire vraiment qui leur permet de pouvoir utiliser ces technologies-là. Donc, c'est pas du tout évident pour eux de pouvoir venir présenter une technologie qui va demander beaucoup, par exemple, de temps, voilà. Donc, elles sont pas vraiment, c'est pas du tout évident. Mais au niveau de la fédération, ce que nous avons pu réussir à faire, avant, nous organisions des réunions physiques, ce qui demandait à ce que ces femmes-là quittent de toute la Côte d'Ivoire pour venir participer aux réunions. Et il y avait des questions liées aux hébergements, à la nourriture, tout ça qui était vraiment compliqué pour elles. Mais désormais, nos réunions sont faites par WhatsApp en ligne. Donc, ces femmes aujourd'hui, depuis le village, depuis le campement, une fois qu'elles ont le réseau, elles peuvent se connecter facilement et faire la réunion. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Il y a la présidente de la fédération qui a sa réunion, donc elle pourra se joindre à nous. Donc, vous m'accordez un instant pour que je lui dise de rentrer dans la réunion, s'il vous plaît. OK. Mm.
Oui, oui, mais il faut dire que la NADER est un partenaire historique au niveau du secteur, au niveau du secteur ouvrier en Côte d'Ivoire. Et c'est le premier partenaire et c'est le premier partenaire, voilà, au niveau même des femmes du secteur ouvrier. Voilà, donc c'est pour dire que la NADER et la fédération vraiment font bon ménage. Voilà. Donc, ces encadrements-là, ces technologies, ces techniques agricoles-là, elles sont bien réceptionnées, elles sont bien acceptées par nos membres, par nos coopératives. Voilà. Donc, elles mettent en œuvre, elles mettent en application les enseignements reçus par la NADER, que ce soit de manière théorique comme de manière pratique dans leurs différentes parcelles. Voilà, dernièrement, on a une de nos membres qui nous a même transmis un peu des photos sur les techniques culturelles, par exemple, du chaud piment. Voilà, donc, avec des pépinières, avec des techniques qui ont été faites. Donc, tout le processus avec la NADER ont été suivis et cela a été beaucoup apprécié. Donc, pour indiquer qu'effectivement, avec la NADER, euh, les formations, que ce soit théorique comme pratique, cela est bien accepté et cela est bien assimilé par nos coopératives. Oui, au niveau de la gouvernance, comme je l'ai indiqué, la fédération a, a, a un conseil d'administration avec la présidente du conseil d'administration, Madame Bakayoro. Également, nous avons une trésorière, des commissaires aux comptes, qui sont chargés un peu de contrôler un peu tout ce qui est fait, comme, comme chose de dépenses également. Et nous faisons aussi des cotisations annuelles, mensuelles. Donc, nos membres cotisent chaque mois pour le bon fonctionnement de la fédération. Également aussi, quand il y a des activités ou bien des événements, il y a des cotisations exceptionnelles qui sont effectuées. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que aussi nous avons aussi le principe coopératif qui demande une solidarité mutuelle. Donc, en termes de gouvernance, nous avons un peu tous ces éléments-là que, qui sont effectivement, que nous avons mis effectivement en place et qui fonctionnent. Sans oublier aussi la mise en place aussi d'un comité de sages qui, qui règle tout ce qui est comme litige au sein de nos coopératives et entre même les coopératives. Donc voilà un peu ce que je voulais demander. Inviter. Euh, bon, il faut dire qu'on finit jamais d'apprendre, hein. Donc la fédération ne finit jamais d'apprendre. Le management, voilà. En termes de management, en termes de gestion de gestion, je peux dire pas du personnel, mais gestion entre les différents membres, par exemple du conseil d'administration, le rôle que doit jouer chaque membre du conseil d'administration, ça c'est des défis auxquels vraiment nous sommes confrontés, puisqu'il faut que les femmes-là soient renforcées en termes de capacité sur les différentes techniques de gouvernance, le management, voilà, toutes ces questions-là, voilà, la prise de parole, par exemple, également aussi. Voilà, c'est des défis auxquels vraiment le conseil est vraiment confronté. Également aussi, en termes aussi en termes aussi par exemple, de comptabilité. Voilà, de comptabilité, également aussi renforcer aussi les compétences aussi dans cela. C'est vrai que nous en faisons, mais comme on le dit, répéter, vraiment fait toujours du bien. Donc voilà ce que je vous pourrais indiquer.
Allô? Allô? Oui, vous avez parlé de production, mais j'ai pas bien saisi la question. C'est un peu lourd. Bon, ça, il faut dire que généralement, c'est avec la NADER qui, peut-être, qui, au travers des techniques de production, des techniques de, voilà, de production, diffuse auprès de nos femmes. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux types de plans, par exemple, qui permettent à la femme là d'améliorer leur production. Vraiment aussi des pratiques aussi, avant qui étaient faites, voilà, qui, je prends par exemple les pesticides. Les pesticides, par exemple, nous avons eu une formation avec une structure canadienne, un partenaire canadien qui est venu enseigner à nos femmes comment pratiquer la culture agro-industrie, aussi, euh, qu'on appelle ça aussi, l'utilisation aussi de l'engrais bio, voilà, biologique. Donc, c'est des éléments sur lesquels nos femmes sont renforcées et qu'elles essaient plus ou moins de mettre en application. Mais comme la technologie évolue toujours, les pratiques agricoles ont tendance toujours à s'améliorer, il est intéressant que ces femmes-là soient également formées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la question du réchauffement climatique. Quand elles plantent, il y a des défis liés, par exemple, à, qu'on appelle ça, à l'inondation, par exemple. Comment peut-être, quelles sont les techniques culturelles qui peuvent leur permettre de pouvoir, par exemple, faire face, par exemple, en cas d'inondation? Comment cultiver ou bien quelles sont les différentes techniques, par exemple, utilisées pour pouvoir éviter, par exemple, que ces cultures soient irriguées. En saison sèche, par exemple, comment peut-être stocker de l'eau aujourd'hui qui est un défi pour l'agriculteur. Donc, ces éléments-là peuvent contribuer à ces femmes-là. Mais je vous indiquais, hein, voilà, un focus group serait intéressant, par exemple, pour qu'elles-mêmes, voilà, pendant cet échange-là, puissent donner vraiment plus de détails un peu là-dessus. Je voudrais indiquer qu'on a la présence de Madame Bakayoro aussi, la PCA, la présidente qui est là. Donc, au cas où elle arrive à nous entendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci technique à son niveau. Allô, si vous m'entendez? Oui, les compétences dont on a besoin pour la transformation, bon, je ne sais pas pourquoi si vous ne voulez pas dire les équipements dont vous avez besoin, parce qu'on a besoin aussi d'équipements en plus de la compétence. C'est vrai, nos femmes ont le savoir-faire. D'accord, ok. Donc, nos femmes ont le savoir-faire, elles ont le savoir-faire, mais généralement, quand ces savoir-faire ne sont pas, je peux dire, en griffe, modernisés, ça fait que, bon, elles sont des pratiques, je peux dire, un peu rudimentaires. Voilà. Par exemple, elles peuvent vous faire du placali qui vont vous faire un mois sans se décomposer, même pas besoin de mettre cela au réfrigérateur. Elles peuvent vous faire de la qui vont vous faire un mois sans que vous avez besoin de mettre cela au réfrigérateur. Mais si elles ont, si elles ont des accompagnements en termes de techniques modernes,
de transformation et de conservation, par exemple, cela pourrait améliorer leur pratique. Cela pourrait améliorer leur pratique. Aujourd'hui, par exemple, nous avons par exemple le système de Atuku fourré. Il serait intéressant, par exemple, que cette technique-là, faite par l'une de nos coopératives, par exemple, soit modernisée pour que, voilà, on puisse, je peux dire, avoir ce Atuku-là au même standard que aujourd'hui, les hamburgers, les shawarma, des grosses structures comme le KFC, qui aujourd'hui arrivent à nous vendre ces mêmes produits-là, mais sous forme peut-être plus jolie, plus commerciale. Donc, arriver à ce que nos femmes-là puissent transformer leurs produits de telle sorte que cela soit vraiment bien présentable, bien, voilà, pour qu'on puisse vraiment facilement vendre cela, même exporter cela aussi à l'étranger. En termes d'équipement, tout à l'heure, je l'ai dit que les productions généralement produisent et pourrissent dans les champs parce qu'il n'y a pas de matériel. Elles manquent d'équipement et elles sont obligées quelquefois d'utiliser la force physique, obligées quelquefois d'utiliser les moyens, je peux dire, dépassés pour pouvoir transformer leurs produits. On a le manioc, la tomate, le piment, les aubergines, tout cela, ce sont des produits, ce sont des productions qui sont assez importantes, mais par manque de matériel de conservation, elles perdent quasiment toutes ces productions-là. Donc, des hydrateurs, des broyeuses, des, des tricycles sont des éléments qui sont vraiment importants. Aujourd'hui, travailler avec la DABA, vraiment, c'est vraiment plus à la mode. Nous avons aujourd'hui des engins qui, manuels même, qui permettent de pouvoir automatiser, par exemple, le travail, par exemple, que peut faire la DABA, par exemple. Voilà, donc c'est ce genre de matériel-là qui peut aider les femmes non seulement à pouvoir réduire leur pénibilité, mais aussi à améliorer leur production. Donc voilà un peu ce que je voulais indiquer un peu sur la question posée. Donc nous avons besoin qu'on puisse nous former aux nouveaux techniques, aux nouvelles techniques de transformation, aux nouvelles techniques de transformation du piment, de l'aubergine, du placali. Aujourd'hui, le placali, nous consommons cela, mais on peut mieux on peut améliorer le pratique là, voilà, pour que ce placali là même puisse être conservé, pourquoi pas même sur un an. Donc voilà un peu ce que je voulais indiquer. Si j'ai répondu bien sûr à votre question. Bon, oui, allô? Oui, oui. Bon, en termes de formation que la fédération a sollicité et puis elle n'a pas pu avoir, euh, euh, donc, peut-être qu'il ne faudrait pas poser le problème ainsi. Il faut plutôt poser le problème du fait qu'elle a sollicité peut-être des formations et ces formations étaient payantes. Donc, du coup, au regard un peu du budget dont disposait la fédération, ou bien du budget que disposaient nos coopératives, elles n'ont pas pu participer à ces formations-là. Poser ainsi, oui, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des formations sur des techniques. Tout à l'heure, je vous ai expliqué des techniques agricoles, des techniques de conservation, des techniques de transformation qui sont payantes en termes de formation. Mais bon, tous nos membres n'ont pas les moyens, suffisamment de moyens pour pouvoir payer ces formations-là. Au niveau de la fédération aussi, nous ne disposons pas aussi de budget assez conséquent pour payer ces formations-là à tous nos membres. Actuellement même là, il y a une formation dont la fédération doit participer à l'étranger, mais avec par manque suffisamment de budget pour pouvoir faire face à cela, nous ne pourrons pas, par exemple, prendre part à cette session de formation-là, par exemple. Voilà.
Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Effectivement, nous sommes confrontés à cela. Un manque de moyens, ce qui nous empêche véritablement à pouvoir participer à ces types de formations qui peuvent vraiment transformer voilà, pratique agricole et la pratique de transformation des produits de nos membres. Merci. Oh, bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut empêcher, puisque les femmes ont la volonté de transformer, elles ont la volonté de produire, elles ont la volonté de moderniser leur secteur. Donc, véritablement, en tout cas, si c'est quelque chose qui peut freiner au niveau de ces femmes-là, il n'y a aucun. La volonté y est de vouloir améliorer leurs conditions de travail. Euh, L'élément extérieur qui ne dépend pas de la fédération, qui peut-être empêche ou bien entrave la modernisation de l'agriculture, on peut citer par exemple peut-être les politiques publiques, peut-être qu'ils ne mettent pas vraiment, bien, dont le budget n'est pas vraiment suffisant pour pouvoir accompagner ces femmes-là. Comme on le voit par exemple dans certains pays, par exemple en France, par exemple, où la fédération a participé à une formation, où par exemple les coopératives agricoles françaises sont organisées de telle sorte que quand une coopérative a besoin d'un matériel agricole, ce matériel est mis à disposition de cette coopérative-là. Et ces machines-là sont acquéries avec l'aide de l'État français. Donc, ce qui fait que facilement, elles arrivent à produire, elles arrivent à transformer. Donc, ce qui modernise le secteur. Voilà. Donc, pour nous, il est important que les décideurs puissent véritablement mettre en place un système de rotation du matériel agricole voilà, pour, pour le secteur, surtout pour le secteur vivrier. Pourquoi pas ne pas mettre à disposition des machines qui vont labourer leurs parcelles à tour de rôle dans différentes localités. Voilà. Pourquoi ne pas, par exemple, mettre à disposition des camions de sites de 60 tonnes qui vont acheminer leurs produits de manière gratuite, même gratuite en griffe, parce que peut-être qu'elles peuvent contribuer au paiement du carburant, mais mettre à disposition, par exemple, ces camions de 6 tonnes-là à leur disposition pour qu'elles puissent mettre leurs produits dedans, pour que cela soit acheminé sur les zones de forte consommation, par exemple. Voilà. Donc, pour moi, j'estime que ces facteurs qui entravent le développement du secteur vivrier sont externes. Elles ne sont pas internes à nos braves femmes du vivrier qui, chaque jour, font l'effort de produire, font l'effort de transformer. Voilà un peu ce que je voulais dire. Également aussi, l'autre point aussi qu'il faut peut-être souligner, c'est de vraiment essayer de harmoniser un peu tout ce qui est comme intervention, que ce soit nationale comme internationale, essayer de synchroniser, essayer de pouvoir vraiment contrôler un peu tout ça, parce que on a de multiples acteurs qui viennent dans le milieu, pour d'autres pour une question de gain, d'autres aussi pour une question de volonté de pouvoir aider le secteur. Donc, ce qui fait que leur action, au lieu peut-être de contribuer à pouvoir euh, moderniser ou améliorer le secteur, contribue plutôt à ralentir ou même peut-être même à pouvoir décourager les différents acteurs du milieu. Donc voilà un peu ce que je voulais dire un peu en termes d'éléments qui pourraient entraver voilà, l'évolution du secteur, plus particulièrement du secteur vivrier en Côte d'Ivoire.
Oui, je vous l'ai indiqué, là, le veuvier, il est organisé comme suit, hein, comme toutes les autres chaînes de valeur. On a les producteurs, on a les transformateurs et on a les commerçants. Donc, vous pouvez trouver des acteurs qui sont sur les trois chaînes en même temps. D'autres aussi peuvent être sur un maillon bien spécifique. Et nous avons les marchés, nous avons des centres de déchargement de gros. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a vu un peu, on voit un peu la condition de marché par-ci, par-là. Donc, il y a des marchés de gros qui reçoivent toutes les productions qui viennent de partout. Ces marchés sont situés généralement dans les zones de forte production, aussi de forte consommation. Donc, voilà un peu comment est-ce que cela est organisé. On a aussi des organisations, à part les femmes du secteur, la Fédération des femmes du secteur vivrier aussi. On a d'autres organisations agricoles qui sont aussi dans le vivrier, qui aussi interviennent. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'OIA Manioc, où la fédération est représentante est déléguée OIA Manioc au niveau du Grand Abidjan et des Grands Ponts. Voilà, donc voici un peu ces genres de structures-là qui organisent tout le monde, qui organisent le monde du secteur vivrier. Bon, voilà un peu. Bon, je pourrais vous parler des difficultés au niveau de la fédération, hein. Les autres acteurs, pour le moment, bon, là, je ne me connais pas, mais au niveau de la fédération, comme je l'ai indiqué, au niveau de la fédération, nos femmes sont confrontées au défi de la transformation. Quand elles ont la volonté de produire et qu'elles produisent, il faut qu'elles puissent transformer pour pouvoir conserver l'accès au marché. Quelquefois, on a des zones. Allô, vous m'entendez? OK. Quelquefois, on a des. OK. Quelquefois, nous avons des zones où le besoin il est important et on a des zones où la production elle est importante. Donc, il arrive souvent qu'il n'y a pas euh, une harmonisation ou bien un accord entre ces deux besoins-là. Donc, comment lier ces deux besoins-là? Et ce qui fait que ces deux besoins-là ne sont, sont difficilement, on arrive difficilement à les lier, c'est le fait que nos femmes n'arrivent pas, nos femmes, nos femmes n'arrivent pas à pouvoir acheminer. Oui, oui, allô? Oui, je disais que ce qui fait qu'on n'arrive pas à allier les deux, c'est la question liée au transport des produits. Voilà. Pour faire sortir les produits des zones de production jusqu'au marché, quelquefois, un manque de moyens de transport. Les tricycles, par exemple, qui est un engin vraiment facilement, qui est vraiment bien pratique. Voilà, c'est un manque, par exemple, de ces engins-là pour pouvoir acheminer, par exemple, leurs produits dans ces zones-là. Nous avons aussi la question aussi du financement. Voilà. Financer ces femmes-là, même si le financement n'est pas en termes d'argent, de remise de choses d'argent, mais quand même financer en termes de semences, financer en termes d'engrais sera aussi intéressant pour ces femmes-là en vue de pouvoir produire davantage, pour pouvoir, je peux dire, faire face voilà, aux besoins. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on a eu cette forte pénurie en termes de j'aime que nous avons connu aussi dans le temps passé aussi le manioc, tout simplement parce que ces femmes-là n'étaient pas accompagnées. Il n'y avait vraiment pas d'accompagnement. Voilà. Mais aujourd'hui, quand un accompagnement est apporté, est fait, vous voyez que la production suit et quand le produit il est transformé, alors on est sûr et certain que nous n'aurons pas
par exemple, des ruptures assez importantes ou bien des coûts élevés en termes d'achat, par exemple, de ces produits-là sur le marché. Donc, voici un peu les défis au niveau de nos femmes auxquels voilà, elles sont confrontées. Production en termes de financement d'intrants et de matériel agricole, acheminement de produits sur le marché en termes de matériel de transport et aussi le marché, généralement, qui se dessine tout seul, mais au fait, le marché en termes d'accessibilité aux grandes surfaces au niveau national de ces femmes-là. Parce qu'il faut dire que les supermarchés et autres qui sont sur la place ont des exigences qui sont en dehors de la capacité de ces femmes-là à pouvoir les honorer ou bien à pouvoir les respecter. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels nos femmes sont confrontées aussi, qui pourraient aussi, voilà. Merci. C'est ça. OK. Peut-être c'est dommage, la présidente n'arrive pas à nous avoir. Je ne sais pas, il serait intéressant qu'elle puisse. C'est dommage, elle n'arrive pas à nous avoir. Elle doit avoir un souci à son micro. Ah, enfin. Ah, des attestations de formation, c'est ça? Je voudrais aussi, Mhm. Mhm. Je voudrais aussi rajouter aussi les techniques culturelles, les techniques culture hors sol sur lesquelles aussi on devait se former. Ouais, on devait se former, mais comme je l'ai indiqué, c'était payant. Donc, du coup, les défis liés un peu au coût de la formation limitent un peu le nombre de participants. Voilà, donc, voilà un peu.
Oui. Dans l'immédiat, je pense que c'est ce que la présidente a indiqué tout à l'heure. L'urgence aujourd'hui, c'est de transformer nos produits pour pouvoir améliorer la durée de conservation. Surtout ça, comment arriver à des techniques de transformation pour pouvoir chose. C'est vrai, cela va déboucher automatiquement sur l'acquisition aussi de matériel pour pouvoir, euh, pour pouvoir transformer. Voilà. Voilà. Donc, dans l'immédiat, c'est ça, c'est ce défi auquel nous sommes confrontés. C'est vrai que la production, elles produisent peut-être que de manière encore artisanale, mais il faut qu'on puisse d'abord transformer, conserver longtemps ce qu'elles produisent là, pour que plus tard elles puissent avoir encore le courage de produire davantage avec les techniques culturelles qui peut-être qui vont être sur lesquelles on va les former pour améliorer par exemple la production. Ben, pour l'instant, pour l'urgence aujourd'hui, il faut qu'elles arrivent à pouvoir conserver plus longtemps le placali qui est transformé, conserver plus longtemps le piment, le gombo, voilà, ces éléments-là. Comment? Allô? On ne vous a pas entendu, hein? Oui, sinon, monsieur,